Quand on travaille sur ses talents, on ne reste pas dans la complaisance, donc on reste dans l'amélioration continuelle. On a vraiment envie de se pencher sur nos zones de faiblesse. Et je sens mon équipe avide d'aller chercher la zone d'amélioration. Bah ouais, mais en fait, la zone d'amélioration, elle existe aussi. Parce qu'on peut passer d'un talent qui n'est pas mature à un talent beaucoup plus mature qui va s'exprimer différemment. Bienvenue dans notre podcast Culture Talent. Je suis Florence Hardy, créatrice du Labo des Talents. Chaque mois, des dirigeants et des managers se confient à moi et partagent comment ils s'appuient sur leurs talents naturels pour réussir tout en étant pleinement eux-mêmes. Ils nous parlent aussi du choix qui les anime. Faire le pari d'aller chercher, de mobiliser et de propulser tous les potentiels de leurs équipes pour assurer le succès de leur entreprise. Culture Talent, un podcast proposé par le Labo des Talents et animé par Florence Hardy. Bonjour à tous et bonjour Géraldine Pagneux. Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui à bord de ce podcast Culture Talent pour parler avec vous talent bien sûr, surtout pour vous entendre nous raconter comment vous vous appuyez au quotidien sur vos talents pour incarner votre leadership. Géraldine, vous êtes BEO de Purina Belgilux. Alors BEO, ça veut dire Business Executive Officer. En français, on pourrait dire directrice générale. Est-ce bien cela à peu près ? Oui. Vous êtes française, vous vivez aujourd'hui à Bruxelles, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vous nous raconterez, vous avez 3 enfants et une vie bien remplie. Oui. Quelques mots sur Purina pour un petit peu de contexte. Purina, c'est une entreprise qui fabrique et qui distribue des produits à destination des animaux de compagnie, chiens et chats notamment, et on la connaît sous les marques Friskies, Félix, Proplan et plein d'autres que certainement nos auditeurs connaissent. Et en même temps, quand on a préparé cet entretien ensemble, vous m'avez dit, Purina, ce n'est pas que des produits, c'est aussi un ancrage, c'est aussi une vision. Alors dites-nous un petit peu plus. Tout à fait. Purina, c'est 130 années d'expertise dans l'alimentation pour les animaux de compagnie. Mais au-delà de ça, ça va au-delà de ce qu'on met dans la gamelle, du chat, du chien, tous les jours. C'est créer une vie meilleure pour les animaux de compagnie et ceux qui les aiment. Et on a 6 engagements qui travaillent derrière cette finalité et cette vision au quotidien. Et ça fait 20 ans que je travaille chez Purina. Ça fera 20 ans en septembre. Je le vis tous les jours. C'est ça. C'est vraiment ce que je perçois, alors d'une part en travaillant avec vous, mais aussi en vous regardant là, aujourd'hui, m'en parler. Vous nous dites ça fait 20 ans. Pourriez-vous nous raconter, nous partager un peu de votre parcours de vie professionnelle ? Alors, ça fait 20 ans, ça fera 20 ans en septembre que j'ai intégré Nestlé Purina Pet Care. J'ai commencé par travailler en Angleterre. Ça s'est fait comme ça, malgré le fait que j'ai fait mes études en France. Et j'ai commencé en marketing, donc au poste de brand manager junior, puis senior, etc., etc. Et après 3 ans et demi en Angleterre, je suis partie au siège européen de Purina, en Suisse, où là, du coup, j'ai pu m'exposer à différentes expertises, marketing, mais aussi plus commerciales, sur une grande partie du portfolio et sur pas mal de canaux de distribution, parce qu'on est présent sur ce qu'on appelle le grosserie, mais on est également présent sur le spécialiste. Et après 10 ans en Suisse, j'ai réussi à convaincre ma petite famille qu'il fallait qu'on profite de la vie. Et donc, on a pris un avion pendant une 30aine d'heures et on est allé s'installer en Nouvelle-Zélande. C'était pas juste un petit mouvement, alors c'était vraiment un grand mouvement. C'était un grand écart qu'on souhaitait pour notre famille et que je souhaitais aussi professionnellement. Et c'est aussi la chance que j'avais en travaillant chez Purina de pouvoir avoir ces opportunités. Et donc, on est allé en Nouvelle-Zélande reconstruire un peu tout, sachant qu'on avait une très belle vie en Suisse et qu'on ne fuyait rien. Et là-bas, j'étais responsable marketing d'une équipe formidable. Et après 3 années et demie, le Covid ayant quand même transformé notre expérience, puisqu'on n'a pas pu revenir pendant 3 ans et demi, on n'a pas pu avoir non plus de visite, et c'était pas ce qu'on avait vraiment en tête. On a souhaité revenir en Europe, et j'ai eu la chance que Purina me propose de reprendre la direction de Purina Belgilux. Et aujourd'hui, voilà, j'ai le privilège de travailler au sein de cette équipe qui est également incroyable. Voilà, et là, en vous écoutant, on entend déjà vos talents. Vous nous dites, j'ai le privilège de travailler au sein de cette équipe incroyable. Alors moi, je vais préciser que vous dirigez l'activité de Purina en Belgique et au Luxembourg. Vous pilotez aussi pour cela une équipe de 35 personnes. Et être au sein de l'équipe, c'est bien votre manière de la piloter. Nous sommes là aussi pour parler talent. L'intention de ce podcast, c'est de pouvoir partager comment chacun des responsables d'entreprise que j'interviewe agit avec ses propres talents et réussit
avec eux. Et voilà, cela nous amène à la question que tout le monde attend que je vous pose à ce stade, c'est Géraldine, mais quel est votre top 5 ? Alors attention, roulement de tambour, mon top 5. Restaurative, relator, arranger, responsibility et empathy. Magnifique. Je dis magnifique, d'autant que moi, j'en connais les manifestations. Alors, dites-nous, Géraldine, à quel moment, dans quelles circonstances vous avez pris contact avec cette approche par les talents et découvert vos 5 talents dominants ? C'était durant mon expérience en Nouvelle-Zélande. La responsable de la filiale Purina en Nouvelle-Zélande avait cette croyance qu'il était beaucoup plus bénéfique de capitaliser sur les forces et les talents et les super-pouvoirs, comme on l'appelle entre nous, Florence, des gens avec lesquels on travaille, mais pas que, aussi dans notre entourage. Et du coup, elle nous a introduits au programme avec un coach qui nous a suivis pendant presque 2 ans, en tout cas durant le temps que j'étais là-bas, pour nous faire comprendre en tant que leadership team, qui on était à travers nos talents, qui étaient nos équipes à travers leurs talents et comment est-ce qu'on allait pouvoir nourrir et enrichir tous ces super pouvoirs. Un travail à la fois personnel, individuel et en même temps, en parallèle, un travail en équipe, donc en Nouvelle-Zélande. C'est vrai que cette approche appréciative, cette méthodologie des talents a émergé d'abord dans le monde anglo-saxon et que dans les pays francophones, en Belgique, mais surtout en France d'ailleurs, on commence à être dedans maintenant, mais c'est arrivé un peu plus tardivement. Et donc, d'une certaine manière, vous êtes aux avant-postes. Je pense que ça commence à être pas mal ancré dans certaines entreprises, mais je me souviens que quand on s'est rencontrés pour la première fois, Florence, l'idée que j'avais en tête, c'était « je veux offrir un cadeau à mon équipe ». Et c'est vraiment un cadeau qu'on s'offre en travaillant avec cette méthodologie, avec cette approche et en se focalisant sur ses talents et ce pourquoi on est fort en fait. Ce pourquoi on est naturellement doué, nos dispositions naturelles, c'est aussi ce qui nous demande peu d'efforts, nous donne beaucoup de satisfaction et nous permet beaucoup de résultats, si je peux essayer de résumer en une phrase. Vous m'avez dit aussi, quand on a préparé, qu'au moment où vous avez découvert votre profil en Nouvelle-Zélande, ça vous a un petit peu décontenancé, ça fait un petit choc, en tout cas une surprise. Racontez-nous. Je pense que derrière les 5 mots que je viens de lister, il y a une richesse énorme. Donc, quand on découvre déjà ces 5 talents à travers juste l'énoncé, on va dire, il y a une déstabilisation en se disant non, je ne suis pas, ou ah oui, je le suis, mais bon, je le savais déjà, par exemple. Donc, il y a toute une phase d'acceptation qui peut passer par le déni, d'ailleurs. Ah non, je ne suis pas ça et je ne veux pas être ça, qui va devoir ensuite se construire à travers la découverte de la richesse derrière juste un mot, en fait. Donc, c'est ce premier état qui est ce dont je me souviens le plus. Et ensuite, tout le travail qui est derrière, c'est là où la magie opère, finalement. Ok, alors on va maintenant parler de ce travail, justement, à travers l'expression de vos différents talents. Et pour commencer, votre talent numéro 1, restaurative, en français, on l'appelle restaurer. Comment est-ce que vous le définiriez et comment est-ce que cela vous permet de piloter aujourd'hui vos équipes ? Je crois que le restauratif, la façon dont je le vois et s'inscrit dans mon quotidien, c'est donnez-moi un problème et je vais le fixer. Alors, je suis pas arrivée à un stade où je crée des problèmes pour avoir le plaisir de les fixer, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont comme ça. Je pense pas faire partie de cette catégorie, mais j'ai un plaisir, j'ai une stimulation qui émerge dès qu'il y a un problème à résoudre, et je me donne vraiment les moyens, on se donne les moyens d'aller chercher des solutions. Et au sein de mon équipe, je pense que ça a été assez important parce que j'ai repris le business en février 2022, et malheureusement, tout le monde sait très bien que l'actualité, notamment par rapport à la situation en Ukraine, dès la fin du mois de février, était terrible. Et au-delà, bien sûr, de l'impact humain, l'impact business a été fort et il a fallu vraiment aller chercher ces solutions. Vous me disiez aussi que c'est un talent que vous avez domestiqué et que vous mettez vraiment au service de trouver les bonnes solutions et pour performer sur le marché et avec l'équipe. Et pourtant, vous m'avez dit également que ce n'était pas forcément ou pas toujours la perception qu'avaient les autres ou que ça pouvait parfois vous jouer des tours. Vous voulez bien nous raconter aussi cet aspect-là parce que je pense que c'est vraiment intéressant de l'entendre. Je pense qu'il y a 2 choses. La première chose, c'est quand on travaille sur ses talents, on reste pas dans la complaisance. En tout cas, moi, c'est ma philosophie et je pense que ce programme n'autorise pas finalement à être dans la complaisance. Donc, on reste dans l'amélioration continuelle. Et là, on est vraiment dans cette capacité de votre talent restauré à être dans l'amélioration continue. Complètement. Et Géraldine, vous nous dites, ce n'est pas parce qu'on a un talent qu'il faudrait ne pas le travailler. Ah non,
Au contraire, parce qu'on va aller les faire fleurir, on va les faire s'épanouir, ces talents. On va aussi les exposer. Et le deuxième point par rapport à votre question, c'est aussi de donner un contexte à un talent pour qu'il soit perçu sous une ombre positive. Restaurative peut être vue, et je sais que je peux être coupable de cela puisque mon équipe m'en a parlé, d'aller chercher la négativité parce qu'on va pointer le problème. Et moi, je suis énormément dans l'anticipation des problèmes. Et ça peut être perturbant, potentiellement démotivant. À partir du moment où on donne en fait le contexte, la raison du pourquoi, du comment on exprime restaurative, là, tout prend de sa splendeur en fait, et tout devient positif finalement. Et je crois qu'avec mon équipe, on a fait ce chemin ensemble grâce au programme qu'on a suivi. Et vous avez aussi, je pense que cela illustre bien le fonctionnement de l'équipe, ce talent relator. Alors en français, l'équivalent, c'est relationnel, un petit peu un faux ami parfois. En tout cas, à travers ce talent relator, qu'est-ce que vous apportez à vos équipes et peut-être plus spécifiquement à votre équipe de leadership? Pour moi, le relator, il s'exprime vraiment à travers le one-to-one. C'est-à-dire qu'un relator va être plus à l'aise dans une relation, on va dire, plus intimiste qu'en grand groupe. D'ailleurs, j'ai pas où. Oui, parce qu'au fil du temps, Géraldine, je pense que quand même, on peut dire que vous êtes devenue experte des talents, des 34 thèmes de talent, il faut le dire. Et Woo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le talent de la très grande sociabilité, c'est le talent pour lequel tout le monde est un ami en puissance, en quelque sorte, une connexion en puissance. Il s'agit de gagner les autres à sa cause avec cette disposition naturelle. Vous rentrez dans une pièce et vous allez être l'aimant et tout le monde va venir vers vous. Et vous nous dites, c'est plutôt pas vous? Non, c'est pas tout à fait moi. Et je suis clairement pas l'experte, c'est vous, Florence, l'experte, et vous nous apportez beaucoup d'expertise. Le relator, il va vraiment avoir cette capacité à aller connecter avec l'individu, en fait. Et moi, je le vois très bien, que ce soit dans mes one-to-one avec mon équipe ou avec mes homologues au niveau du comité de direction de Nestlé Belgilux également. Relator, c'est aussi le talent de l'authenticité, c'est le talent d'une relation qui se densifie, qui s'approfondit, qui est durable. Certainement une vraie connexion et un petit côté « what you see is what you get » qui permet également de se dire les choses qu'on a à se dire par moment. Ce que vous dites, what you see is what you get, c'est ce que j'utilise souvent avec les gens. Difficile d'être quelqu'un d'autre. D'ailleurs, tout le monde est pris. Donc, soyez vous-même, soyons nous-mêmes. Et l'authenticité est juste primordiale. Alors, en lien avec l'authenticité, justement, j'aimerais bien qu'on fasse un zoom sur un autre de vos talents que vous avez mentionné tout à l'heure, qui est le talent empathie. Ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille ensemble, en pointillé bien sûr, avec un suivi avec vous et avec l'équipe. Et je vois énormément en action ce magnifique talent qui nous parle d'intelligence émotionnelle, qui nous parle de pouvoir faire s'exprimer les émotions. Alors Géraldine, comment est-ce que vous mettez empathie au service de vos missions, de votre travail, de vos responsabilités ? Alors déjà, empathie, je ne l'ai pas aimé tout de suite. C'est un talent qui me paraissait une évidence pour moi, mais que j'ai pas souhaité accepter à bras ouverts parce que c'est un talent qui m'a beaucoup et souvent épuisée. Être dans l'empathie, c'est vraiment prendre sur ses épaules, essayer de comprendre, de réagir en fonction de ce que vit l'autre, vivent les autres. Et c'est quelque chose qui peut être à la longue épuisant. Mais ce qui est vraiment extra avec ce programme, c'est que mois après mois, année après année, on apprend aussi à justement faire mûrir ce talent, en faire une véritable force, parce que du coup, ça devient plus une source de fatigue, mais ça devient vraiment quelque chose que vous pouvez apporter à l'autre. Et ce que j'apporte à l'autre, en tout cas, je l'espère, et ce qu'on me dit, ce qu'on me rend quand même régulièrement, c'est cette écoute, c'est cette écoute active, mais vraiment authentique aussi. C'est pas pour juste ticker une box, c'est vraiment être dans l'écoute pour comprendre ce que l'autre vit, ce que l'autre ressent, et agir en fonction. Ça veut pas dire qu'on va être dans l'adaptation continuelle, parce qu'on a un business à mener, il faut quand même avancer, mais on va être dans l'acceptation de ce que vit l'autre et des différences entre les gens aussi. Alors, Géraldine, vous nous parlez d'empathie. C'est vrai que c'est un talent que certaines personnes rêvent d'avoir, certaines personnes sont contentes d'avoir. En même temps, bien souvent, les gens qui ont cette qualité de perception des émotions se trouvent plutôt encombrés avec ça. Moi, c'est ce que j'entends dans ma pratique. Du coup, comme vous l'avez vraiment domestiqué, j'ai envie de vous demander quels conseils vous pourriez donner à quelqu'un qui a ce talent dans ses talents dominants. Qu'est-ce que vous pourriez lui suggérer ? Je pense que dans un premier temps, c'est l'accepter à bras ouverts et vraiment l'accueillir comme étant une véritable force, même si je pense que c'est un talent, en effet, que beaucoup de gens peuvent voir encore aujourd'hui comme peut-être un signe de faiblesse.
est plutôt finalement quelque chose de négatif qui va vous tirer vers le bas. Je pense que l'acceptation déjà est vraiment aller le nourrir. Après, au-delà de ça, il faut s'en méfier. Je pense que chaque talent peut avoir le revers de sa médaille. Et s'en méfier, ça veut dire ne pas en faire un boulet, en fait. Ne pas en faire quelque chose qui va vraiment être fatigant et qui va épuiser émotionnellement. Vous avez des petits trucs ou des réflexes talents que vous pourriez donner ? Je pense qu'il faut être dans le moment présent. Quand on a et quand on sent l'empathie qui kick-off chez soi ou chez l'autre d'ailleurs, être vraiment dans une observation hors de son corps, entre guillemets, pour dire mais voilà, comment est-ce qu'il s'est exprimé aujourd'hui et comment je me suis sentie après, pour faire un peu un état des lieux et dire oula, là je suis allée trop loin avec mon empathie parce qu'en fait il m'a épuisée, ce soir j'ai plus une seule once d'énergie pour ma famille, pour mon chien, pour mon chat. Donc je pense que c'est cette observation pour être très vigilant par rapport à un talent qui est, je pense, magnifique, et je dis pas ça parce que je l'ai, je dis ça parce que je pense qu'il apporte beaucoup à soi-même et aux autres. Mais qui peut aussi épuiser, et c'est pas le but. Oui, donc finalement, prendre un petit temps pour prendre acte, mesurer, se recentrer un petit peu et se dire où est-ce qu'on en est, évaluer et ajuster en fonction de ça. Cette vue hélicoptère un peu, s'élever un petit peu au-dessus du talent en disant mais il s'exprime comment et comment est-ce qu'il me fait me sentir. Oui, merci beaucoup pour ce conseil. C'est vrai pour empathie, comment il me fait me sentir, et peut-être qu'on peut dire que pour tous les talents, c'est-à-dire toutes nos dispositions naturelles, ça peut être vraiment intéressant comme bonne pratique à échéance régulière, c'est peut-être pas tous les jours, mais de temps à autre, se dire, tiens, finalement, où est-ce que j'en suis ? Quel est le dosage ? Au service de quoi je les mets ? Comment ça me sert ? Comment peut-être ça me dessert ? Et du coup, qu'est-ce que j'en fais ? Ça nous amène gentiment et de façon presque naturelle à votre talent d'arranger. Arranger, c'est le chef d'orchestre, c'est celui ou celle qui aménage toutes les pièces du pulse pour... en gros, toujours plus d'efficacité. Alors, racontez-nous comment, pour vous, ça se met en route et qu'est-ce que ça nous dit du style de leader que vous êtes ? Alors, pour moi, il est très présent dans ma vie professionnelle, mais il est également très présent dans ma vie personnelle. Vous pensez bien, avec 3 enfants, il y a un espèce de jonglage qui doit se faire, et là, il se met en action pour que toutes les balles ne tombent pas par terre, ou en tout cas, le moins possible. Avec l'équipe, il y a vraiment... c'est comme un puzzle dans la tête, en fait. Il y a plein de pièces, elles sont éparpillées. Au tout début, vous commencez un nouveau rôle, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, je commence mon nouveau rôle. Elles sont éparpillées un peu partout. Il va falloir les mettre en place pour créer une très belle photo, une très belle image qui va inspirer l'équipe et vos homologues. Donc, c'est vraiment venir mettre ensemble ces pièces, accepter qu'il y ait des fois, on va en mettre 2 qui n'ont pas fité, et avancer malgré tout pour refaire, rechanger. C'est l'agilité aussi. Ce puzzle se met en place, et je dirais, passer au suivant. Là, il y a mon restauratif qui reparle à nouveau. Passer au prochain problème. Passer au prochain problème, au prochain challenge. Exactement. À la prochaine aventure, etc. Voilà. Donc, on entend beaucoup votre manière d'orchestrer et en même temps qui repose sur une perception et une prise en compte des personnes. Sans les gens, on n'est rien. Enfin, je veux dire, je suis pas un titre, je suis quelqu'un parce que y a des gens avec lesquels je travaille, il y a des gens qui ont de l'expertise, je suis très à l'aise avec les gens qui sont plus intelligents que moi, qui ont plus d'expertise dans certains domaines, et l'autre est essentiel. On arrivera toujours à faire plus ensemble que seul, et pour ça, il faut prendre soin des gens. Et je pense que c'est quelque chose, chez Purina notamment, qui me plaît énormément, parce que ça fait partie de notre philosophie, et je pense que ça explique aussi pourquoi je continue à me nourrir de cet environnement depuis bientôt 20 ans. Ok, alors justement, merci beaucoup pour ce partage autour de vos talents et votre manière de driver votre équipe, votre business et de réussir. Merci à vous. Finalement, c'est un super parcours. Maintenant, si on se tourne vers quelque chose d'un peu plus large, c'est-à-dire comment vous mettez cette dynamique au service de l'équipe, de la performance de l'équipe, de la collaboration. Vous l'avez un petit peu dit en pointillé. Finalement, quand on s'est rencontrés il y a 2 ans, qu'est-ce que vous en attendiez ? Donc, il y avait ce cadeau. Il y avait vraiment cette volonté d'offrir un cadeau à l'équipe, et que ce cadeau reste avec eux, que je sois là ou pas, en fait. Quelque chose qu'ils peuvent vraiment garder avec eux. Il y avait cette envie de créer un langage commun aussi. Mais au-delà juste de couleurs, au-delà juste d'un mot. Vraiment d'aller chercher de la richesse dans cette approche. Et ensuite, on l'a abordé de façon très simple, parce qu'on n'a pas besoin de compliquer les choses. On a déjà été dans la leadership team, on va dire les exemples. On est parti exemplifier, en fait, en créant les profils des gens qui ne les avaient pas, en s'armant justement de toutes les bonnes choses que l'approche talent, la culture talent nous apporte, pour ensuite le cascader, en fait, à toute l'équipe, qui est, je pense, assez ravie, en fait, d'aborder les choses sous un angle talent et pas
voilà ce que je dois améliorer. Pour le coup, on n'est pas dans restaurer, on est plutôt dans faire fructifier ce qu'on a de meilleur. Complètement. C'est peut-être l'individualisation là aussi qu'on peut. Et je crois qu'il y a plus de fun aussi le long du trajet en faisant ça. Il y a plus de plaisir. Alors justement, avec un peu de recul maintenant, puisque la démarche avec l'équipe plus large, elle a été démarrée en fin d'année dernière, grosso modo, qu'est-ce que vous pourriez peut-être nous partager quelques anecdotes et ou des bénéfices concrets que vous en voyez aujourd'hui ? La liste est longue. Il y a beaucoup de gens qui commencent à en discuter de façon très ad hoc, je dirais, autour d'un café, parce que ça ressort. Il y a beaucoup de gens qui vont aussi chercher de l'entraide. Oui. Tiens, toi, tu as tel talent, moi, je ne l'ai pas, et je sens que tu pourrais m'aider sur telle ou telle problématique. Et paf, ils se mettent ensemble, et à 2, à 3, à plus, on est plus fort. Ce que je vois aussi, c'était ce que moi j'avais il y a 5 ans, quand j'ai commencé à travailler avec l'approche talent et la culture talent, c'est qu'en fait, on a vraiment envie de se pencher sur nos zones de faiblesse. Et c'est une vraie bataille, en fait, de rester ancré dans nos talents, de rester ancré sur nos super pouvoirs, sans rentrer dans la complaisance, comme je disais tout à l'heure. Et je sens mon équipe avide de savoir, mais j'ai quoi à la fin du classement, là, en 30, 31, 32, 33, 34. Et j'en dis, ça va pas t'apporter autant de richesse que ton top 5 ou ton top 10. Mais ça reste ancré, je pense, dans la nature humaine que de vouloir aller chercher. Et surtout dans une grande société comme la nôtre, d'aller chercher la zone d'amélioration. Bah ouais, mais en fait, la zone d'amélioration, elle existe aussi. Parce qu'on peut passer d'un talent qui n'est pas mature à un talent beaucoup plus mature et qui va s'exprimer différemment. Alors, au vu de tout ça, si vous aviez quelques bonnes pratiques ou quelques conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, qu'est-ce que vous lui suggéreriez ? Se lancer en tant qu'individu en entier, pas seulement un professionnel, mais voilà, il faut y aller en tant qu'individu parce que ça va dévoiler des choses aussi peut-être plus intimes, plus personnelles. Donc je pense que vie privée, vie professionnelle sont quand même assez mélangées, ça reste très fluide. Le deuxième conseil, c'est vraiment d'être inclusif dans la façon dont vous construisez votre programme, de vraiment comprendre ce dont l'équipe va le plus bénéficier. Donc, si vous le savez déjà très bien, mais vous pouvez sans autre interroger aussi vos équipes pour savoir mais qu'est-ce qui t'apporterait de la matière, comment est-ce que tu verrais les choses. Et après, je pense qu'il faut faire confiance au coach aussi, il faut se laisser un petit peu porter par le process et savoir l'adapter au fur et à mesure. On part avec une idée, puis peut-être qu'on va finir complètement ailleurs, parce que l'équipe aura finalement pris une direction différente et on aura tout suivi. Oui, et donc nous, on dit souvent, alors oser expérimenter, y aller, se donner un cap, bien sûr, mais faire du learning by doing, ajuster en cours de route et en fonction de ce qui émerge. On a parfois des vraies belles surprises avec les talents. On va parfois plus vite que ce qu'on pense, et puis par moments, peut-être un peu moins. Je me souviens de plein de workshops qu'on a fait ensemble où finalement on part avec un planning et on l'a pas du tout respecté, mais pour la bonne cause, parce qu'on s'est adapté en fait à ce qu'on ressentait dans la pièce, à ce que les gens nous disaient et nous faisaient passer. Et c'est essentiel parce qu'on veut pas être dans un cadre trop rigide. Et ce programme offre ça. Absolument, ni en tant que personne, c'est-à-dire qu'on n'est pas rigide dans ses talents ou dans son profil talent, ni en tant que processus. Et en ce moment, je pense qu'on peut dire, vous êtes en train avec toute l'équipe de faire ce que nous on appelle un sprint, c'est-à-dire des conversations régulières en binôme autour des talents, et on remarque toute la richesse de la récolte qui en est faite et de la manière dont chacun s'investit. Moi, je suis ravie de vous entendre dire que ça change les choses de manière concrète depuis un petit moment déjà. Les questions qui sortent de ces sprints à l'heure actuelle, parce qu'on est en plein dedans, là, on est à la phase 4 des 6 qu'on fait, sont d'une richesse incroyable. Et je pense qu'à travers ce questionnement qu'on apporte aussi à l'équipe, on fait avancer des montagnes, en fait. Dans des moments où beaucoup de responsables en entreprise, quel que soit leur niveau, se disent comment je mobilise des gens, comment je redonne et du sens et de l'énergie, là, on a une possibilité de chemin. Géraldine, peut-être un dernier conseil, une inspiration à partager avec nous ? Une inspiration à partager avec vous. Faites-vous confiance sur ce que le programme peut vous apporter, sur cette approche culture-talent. Bataillez contre cette envie d'aller chercher la zone d'amélioration en permanence. C'est quelqu'un qui a restauré qui vous le dit. C'est vrai, ça peut paraître paradoxal, mais bataillez cette envie d'aller chercher cette zone d'amélioration en permanence, parce qu'en fait, elle s'inscrit naturellement dans une approche talent. Dès qu'on sait pourquoi on est bon, on va devenir encore meilleur. Merci beaucoup, Géraldine. Avec grand plaisir. De votre partage, de votre disponibilité et de toute la sagesse que vous nous avez apportée aujourd'hui. Merci. Merci à vous, Florence. Merci d'avoir écouté cet épisode de Culture Talent. Au Labo des Talents, nous vous accompagnons pour découvrir et amplifier les talents individuels et collectifs. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre site www.lelabodestalents.fr et sur LinkedIn.
Je vous souhaite une bonne journée à tous sous le signe de vos talents. À très bientôt.